substitution radicalaire. Donc, bon, en ce qui concerne ce chapitre, c'est l'élimination et la substitution nucléophile. Alors, son nom, il parle d'elle-même, c'est-à-dire c'est à la substitution. Donc, vous allez substituer un atome par un autre. S'il s'agit d'un nucléophile, on dit substitution nucléophile. S'il s'agit d'un radical, on dit substitution radicale. S'il s'agit d'un électrophile, ça sera une substitution électrophile. Voilà. Alors, dans l'exercice A, on avait traité justement la réaction de substitution nucléophile, une SN1 d'ordre A, et une SN2 aussi. Directement, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2, on avait justement détaillé la première partie. Alors, je rappelle, donc l'exercice dit, soit la molécule A, voilà votre molécule. Attendez. Pardon. Donc, de toutes les façons, je ne vais plus accepter maintenant. Au fur et à mesure qu'après chaque diapo, je fais des ajouts. Sinon, on va rester l'aller-retour. Vous ne pouvez pas suivre. Donc, j'ai dit, exercice 2, il consiste donc à donner le nom à cette molécule, toujours, donner le type d'isomérie, et bien sûr, l'isomérie et le nom systématique. On vous dit, on traite le composé A par du NaOH dilué à froid dans un solvant aprotique. Écrire le mécanisme le plus probable justifié. Représenter les produits ou le produit en projective et indiquer leur stéréochimie. Représenter l'un des stéréoisomères en fichier. Donc, cette partie, on l'a traitée au TD la dernière fois. Donc, il nous reste la deuxième partie. Mais bon, on ne peut pas faire une deuxième partie sans faire le rappel de ce qui a été fait. On vous dit la réaction est-elle stéréosélective ou stéréospécifique. On vous dit le composé A est ensuite traité par du NaOH concentré à chaud dans le même solvant. La réaction donne deux produits C et D, dont D est majoritaire. On vous dit aussi à quelle règle obéit cette réaction, le mécanisme, et on vous dit toujours, on vous demande souvent, la réaction est-elle régiosélective ou bien stéréospécifique? Pardon. Quelle est la relation entre les deux stéréoisomères C et D? Et bien sûr, on vous demande à la fin de donner les formes limites. Ça, c'est le grand 2. Il y a une troisième partie qui consiste à l'élimination d'Hoffmann. On la verra tout à l'heure. Alors, on vous donne la molécule, on vous dit, bon, je rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. On vous demande quel type d'isomérie présente cette molécule, en précisant la stéréochimie et la nomenclature. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? Quel type d'isomérie présente cette molécule? Allez, si vous avez bien compris, bien sûr. Hein. Optique géométrie. Très bien, vous avez une double liaison avec les deux groupements Hadoma, ils sont différents 2 à 2, ils sont différents. Donc, il y a isomérie géométrique. Parce que s'il y a deux groupements qui sont identiques, il n'y a pas d'isomérie géométrique. Vous avez des carbones asymétriques, les 4 groupements pour chaque carbone, ces deux-là, ils sont asymétriques, il y a les 4 groupements qui sont différents. Pour chaque carbone, vous avez 2 carbones asymétriques, donc vous avez une isomérie géométrique, une stéréoisomérie optique. Voilà. Alors, stéréoisomérie, bon, c'est pour préciser, vous avez 2 carbones asymétriques, isomérie optique, vous avez des doubles liaisons avec des groupements différents 2 à 2, isomérie géométrique, et on vous demande le nom systématique de cette molécule. Voilà, on numérote pour donner le nom systématique. Il faut numéroter, choisir la chaîne carbonée la plus longue contenant le maximum d'insaturation avec l'indice le plus faible. Bon, regardez, c'est le rappel de la nomenclature, d'accord? Donc, choisir la chaîne carbonée la plus longue contenant
le maximum, avec la fonction principale avec son indice le plus faible, et la chaîne la plus longue doit contenir le maximum d'insaturation, c'est-à-dire les doubles et les triples liaisons. Voilà, c'est première règle de nomenclature. Alors, le nom systématique, on l'avait donné, donc c'était le 5-bromo, 2-méthoxy, 4-méthyle, hex de N. Pour la stéréochimie, alors il fallait comparer donc, pour la double liaison entre ces deux-là, donc Hadawa prioritaire. Ce composé prioritaire, il a un Z, il a un numéro Z, nombre d'électrons, qui est élevé. Entre H et cette molécule, donc ça sera cette molécule. Donc les deux composés prioritaires qui ont un Z le plus élevé sont dirigés de part et d'autre du plan. Regardez, Wahed, il est dirigé vers le haut, l'autre il est dirigé vers le bas. Donc il s'agit d'un E. Donc c'est un 2E. Bon, 2 par rapport à la position de la double liaison, d'accord. Alors pour les carbones asymétriques, donc il fallait classer les composés selon Z décroissant, mettant l'hydrogène, parce que le quatrième élément derrière le champ de vision. C'est la configuration de Cram. Donc il fallait classer ces groupements. Donc vous avez 1, 2 et 3. C'est un, attendez, hein. Donc 1, 2 et 3. Donc c'est un R. Ça sera 1, 2 et 3, c'est un R. Donc RR. 2 E, 4 R, 5 R. Voilà. On traite le composé A par du NaOH dilué à froid dans un solvant aprotique. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, d'après vous, Naya, ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a dit? Le NaOH dilué, il donne une indication sur quoi? À froid plutôt, à froid. Alors, on vous dit à froid. Ça indique quoi à froid? Une réaction qui se fait à froid. L'absence d'élimination. Il n'y a pas d'élimination. À froid, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élimination. S'il n'y a pas d'élimination, vous allez avoir une réaction de... Pardon, Merapti, elle est en attente. SN. S'il n'y a pas de... Bonjour, Madame Merapti. Madame Merapti. Madame Merapti. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Vous avez Alors, commencé. on avait commencé. Bon, c'est-à-dire on n'a pas commencé la partie d'aujourd'hui. J'ai fait le rappel de la première partie. D'accord. On avait fait le grand 1 pendant le TD. Mhm. Je fais le aller-retour parce qu'il y a des demandes d'ajout. Donc, j'ai fait un rappel de la première partie. Donc, on est arrivé. Alors, on a donné le nom systématique, la stéréochimie. Voilà. Mhm. Donc, je voyais, est-ce qu'ils ont vraiment compris? Alors, j'avais commencé l'exercice. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'on a dit? On traite le composé A par la soude diluée à froid dans un solvant aprotique. Qu'est-ce que ça veut dire à froid? Vous avez répondu qu'il n'y a pas de réaction d'élimination. C'est vrai. SN2.
Voilà. SN2, l'ordre, il est indiqué par quoi? Aprotique. Par le solvant, d'accord? Il est donné par le solvant, d'accord? Voilà. Donc ici, donc c'est une SN2. Donc chaque indication, vous l'écrivez, d'accord? Chaque indication, c'est une SN2, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez? Un NaOH dilué à froid, solvant aprotique, donc ça indique une réaction de type substitution nucléophile et l'ordre est c'est une réaction d'ordre 2. Alors, donc une SN2 signifie quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est l'atome qui va subir la réaction de substitution nucléophile d'ordre 2? Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Le BR. BR. D'accord, c'est le Br- qu'on va substituer avec le OH-. D'accord, c'est le Br- qu'on va substituer avec OH-. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura encore ici dans une SN2? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui va se passer dans une SN2? Formation d'un carbocation. Ah bon? Tu es sûr? Alors, SN2, carbocation, هل درنا؟ Ah non, madame, non, madame. Bien sûr, si ce n'est pas carbocation, ça sera une seule étape. D'accord? Alors, vous avez l'ordre 2. Déjà, l'ordre réaction de la réaction, il dépend du substrat et du réactif. Madame, l'état de transition. Vous avez L'é- l'état de L'état de transition. transition. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à la fin? Qu'est-ce qui va se passer pour ce carbone qui a un Br avec une configuration 5R? Qu'est-ce qu'il va y avoir? OH. OH. La configuration بتتبدل. Pas toujours. Ah, d'accord. Va D'une changer. manière générale, elle change. Ce qu'on appelle une inversion de Walden. Elle peut être suivie d'une inversion de configuration, mais il faut vérifier. Hein, d'accord? Il faut relire. Vous inversez, c'est-à-dire tout ce qui est en avant devient en arrière, mais vous vérifiez est-ce que vous avez une inversion de configuration. En général, on dit on a une inversion de Walden. Et vous dites est-ce qu'elle est suivie par une inversion de configuration. D'accord? Bon, c'est une inversion. Ici, comme par hasard, c'est une inversion de configuration. Alors ici, vous avez le OH, il va venir en arrière, et le H sera en avant. Donc le R se transforme en S. Mais attention ici, c'est vrai que le R se transforme en S, mais la nomenclature تتبدل. Donc les carbones, هنايا, par exemple, هذا 2E, 4R, 5R, 4R, 5R, l'ordre il va changer, parce que là, vous avez la fonction alcool. Donc la nomenclature, elle va changer. Le deuxième carbone asymétrique, le cinquième carbone asymétrique, il vous les deux. Bon, moi, je vais les écrire selon l'ordre hadaya, mais la numérotation sera différente. C'est ce que j'ai fait au TD. Donc, vous avez 4E, 3R, 2S. Mais ce n'est pas le même 4, hein, d'accord? Ce n'est pas le même 5, ce n'est pas le même 2. C'est suivant ce sens-là, parce que la nomenclature est belle. Voilà, le 2, c'est par rapport à celui-là, le 3, c'est par rapport à celui-là, et le 4, c'est par rapport à cette double liaison qui est là. D'accord? Bon, les deux, ils ne changent pas. 4E, 3R, c'est le 2E, 4R. Parce que la numérotation, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. Là, il y a une inversion de configuration. Elle est suivie, ce qu'on appelle une inversion de Walden, qui est suivie par une inversion de configuration. D'accord? Voilà. Maintenant, la deuxième partie. Madame, si vous pouvez pas l'accepter. D'accord. Merci. Voilà. Bon, la question qui vient après, c'est la stéréosélectivité, stéréospécificité et stéréo-régiosélectivité. Alors, j'avais expliqué ça au TD. Bon, là, je vais faire un rappel parce qu'il y a beaucoup des étudiants qui m'ont posé des questions. Je vous ai dit que je vais vous refaire un petit rappel la prochaine fois.
Donc, je vais rappeler brièvement les définitions, c'est-à-dire théoriquement, ces notions. Alors, stéréosélectivité, donc un substrat de configuration donnée est unique et est transformé préférentiellement en un stéréoisomère parmi toutes celles ou bien des configurations possibles. Celles possibles, d'accord? On parle de configuration possible. C'est-à-dire si vous avez un substrat de configuration bien donnée, à la fin, par exemple, vous avez un carbone asymétrique, vous allez avoir, par exemple, deux stéréoisomères. Euh, vous avez, par exemple, à la fin, vous allez avoir un seul stéréoisomère. Avec un carbone asymétrique, à la fin, vous allez avoir, par exemple, un seul carbone asymétrique. Mais si vous avez un carbone asymétrique, vous avez deux possibilités, R et S. Si vous obtenez le R et S, ça veut dire que vous avez obtenu le tout, tous les stéréoisomères possibles. On dit qu'elle n'est pas stéréosélective. Si vous obtenez un parmi d'autres, donc la réaction devient stéréosélective. Exemple, donc par exemple, vous avez, si le stéréoisomère A ou un stéréoisomère B, le stéréoisomère B dominant parmi d'autres configurations possibles. C'est-à-dire vous avez un wahad, il est dominant parmi d'autres. C'est théoriquement. Stéréospécificité, c'est-à-dire la configuration du produit final dépend de la configuration du produit initial. On vous dit, le substrat de configuration déterminée est unique, transformé en un produit de configuration déterminée est unique. D'où la configuration du produit d'arrivée dépend de celle de la configuration du produit de départ. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Par exemple, vous partez de R, vous obtenez le S, vous partez de S, vous obtenez le R. Et si par exemple vous démarrez de R, vous trouvez les deux, ça veut dire que la réaction n'est pas stéréospécifique. Donc si le produit final dépend, c'est-à-dire change, si vous changez le produit de départ, ça veut dire que la réaction elle est stéréospécifique. Alors pour la régiosélectivité, c'est-à-dire le produit final, c'est des proportions, c'est des pourcentages. La configuration des produits d'arrivée est formée par divers sites préférentiels du produit de départ, produisant divers produits de proportions statistiques. C'est-à-dire vous obtenez des produits majoritaires, minoritaires, des pourcentages. D'accord? Bon, en général, les produits préférentiels, c'est toujours par rapport à la stabilité, par rapport à l'accessibilité du produit final. Vous allez avoir un composé A qui vous donne B, B', B seconde, etc. Des pourcentages. Là, on parle de régiosélectivité. Non, demain, c'est les définitions. On va appliquer ces définitions par rapport à notre réaction. D'accord? Par rapport à notre réaction. Alors, je fais un petit récapitulatif. Qu'est-ce que vous avez? Votre composé A de configuration E, R, R vous donne composé B de configuration E, R, R, E, R, S. D'après vous, est-ce que la réaction Hadia, elle est stéréosélective? Oui. Pourquoi? Si elle n'était pas stéréosélective, qu'est-ce qu'on va obtenir? Comme on a une double liaison, vous avez deux carbones asymétriques. Quels sont les stéréoisomères possibles? À la fin, si par exemple, une réaction qui vous donne tous les stéréoisomères, combien de stéréoisomères possibles? 8. 8. Normalement, on obtient 8. Si tous les stéréoisomères se forment, ça sera 8. Mais là, préférentiellement, on a obtenu E, R, S. D'accord? Le S par rapport au composé de départ, qui était R. D'accord? Donc, la réaction, elle est stéréosélective. Il y a une sélection par rapport à d'autres configurations possibles. Donc, on a obtenu préférentiellement la configuration ERS parmi d'autres, c'est-à-dire, par exemple, ERR, par exemple. C'est-à-dire, on pouvait obtenir aussi le ERR. Mais préférentiellement, on a obtenu le ERS. Donc, la réaction, elle est stéréosélective. Il y a un stéréoisomère sélectionné par rapport à d'autres. Désolé, mais il y a des demandes d'ajout.
Voilà. Bon, on avait répondu à cette question. Maintenant, la réaction était stéréospécifique. Qu'est-ce qu'on a dit? La SN2, est-ce qu'elle est, dans ce cas, stéréospécifique? D'une manière générale aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? La réaction, elle est, si vous avez suivi. Alors, si vous avez suivi, la réaction, elle est comment? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi une réaction stéréospécifique? واش قلنا? La configuration du produit d'arrivée, allez, Dépend de... dépend de la configuration du produit de Dépend de la configuration C'est-à-dire, du chip. Thomas, vous allez faire des suppositions. Si vous démarrez d'un autre stéréoisomère, est-ce que vous allez trouver la même chose? Je prends, bien sûr, enfin, le stéréoisomère qui va me donner le contraire, parce que je ne vais pas prendre les autres. Je prends par exemple E, R, S. Qu'est-ce qu'il va me donner? Si je démarre par E, R, S, un autre stéréoisomère, qu'est-ce qu'il va me donner? R. E, R, R, ça veut dire quoi? Est-ce que le produit final est le même? Non. C'est pas le même. Donc, le produit final a une علاقة directe de la configuration du produit de départ. Si vous démarrez avec R, vous obtenez le S. Vous démarrez avec S, vous obtenez le R. Donc, la configuration du produit final, elle dépend de la configuration du produit de départ. On dit que la réaction, elle est stéréospécifique. C'est-à-dire que le produit final, il est spécifique au produit de départ R. Il est spécifique par rapport à une configuration du produit de départ. Si vous changez de configuration, ben, le produit final changera également. Alors, stéréospécificité, il faut supposer, donc se poser la question, si on change la stéréoisomère du produit de départ, qu'obtient-on? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, vous allez voir, donc ERS, vous allez avoir ERR, voilà, qui est différent du produit qu'on avait trouvé là, tout à l'heure. Donc, la réaction, elle est stéréospécifique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, attends. Très bien. Bon, parce que souvent, on vous pose des questions pareilles dans les exercices de mécanisme réactionnel. Donc, il faut comprendre le principe une fois pour toutes. Si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, je continue. Parce qu'on aura tout le temps ces questions qui se posent dans les réactions des mécanismes, hein. معليش ترجعي تغيقي لي ديفينيسيون باش نصورهم. Est-ce que vous avez un enregistrement? Quelqu'un qui enregistre? Oui, madame. C'est bien. Donc, vous aussi, vous faites des enregistrements, et ben, vous les partagez, comme ça, tout le monde verra la vidéo du TD d'aujourd'hui. D'accord? D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Bon, ces définitions, ils s'appliquent pour tous les C'est bon, mécanismes madame. réactionnels, hein. Ce n'est pas seulement la substitution. Ils s'appliquent pour l'élimination, ils s'appliquent pour les réactions d'addition, les réactions de substitution électrophile, la radicalaire, etc. D'accord? C'est des notions mécaniques réactionnelles d'une manière générale. Ce n'est pas que la chimie organique, hein. Donc, d'une manière générale, la définition s'applique partout. D'accord? Voilà. Alors, on vous dit le composé A est ensuite traité par du NaOH concentré à chaud. Là, on commence la deuxième partie. On vous dit il est traité par du NaOH concentré à chaud
dans le même solvant, c'est-à-dire le solvant aprotique. La réaction donne deux produits, C et D, dont D est majoritaire. À quelle règle obéit cette réaction? Alors, c'est à vous de me dire, il s'agit de quelle réaction? Un OH concentré. Élimination. Wesh يقول لكم concentré, c'est pas l'élimination. Concentré, ça indique quoi? À chaud. À chaud, c'est l'élimination. D'accord? C'est le chauffage qui favorise majoritairement la réaction d'élimination. C'est-à-dire, on peut avoir la substitution, hein, d'accord? Ça sera quand même un produit, vous allez avoir d'autres produits de substitution. Mais majoritairement, ça sera l'élimination, parce que vous chauffez. D'accord? Concentré, le milieu concentré. Ordre 2. L'ordre 2, très bien, d'accord. Et le même solvant, on vous dit, le solvant, il est aprotique. Et le solvant aprotique, il indique quoi? On a expliqué la dernière fois le rôle du solvant aprotique. L'ordre 2. L'ordre 2, d'accord. Donc, chaque mot dans les données de la réaction vous indique justement quelque chose. Donc, ça vous indique la nature de la réaction. À quelle règle obéit cette réaction? On verra. Alors, S1, 2. très rare parce que demande d'ajout. Donc, c'est une réaction d'élimination d'ordre 2. Alors, on vous dit 2E, 4R, 5R. D'accord? NaOH concentré, vous avez le solvant aprotique et vous avez le chauffage. Donc, le NaOH concentré, il indique la substitution nucléophile ou l'élimination. L'ordre est 2. C'est d'une manière générale, hein, quand on vous dit concentré, donc ça peut être une substitution nucléophile ou une élimination. Mais l'ordre, il est de 2, parce que vous avez le milieu concentré. Solvant aprotique, il vous donne une idée sur l'ordre. D'accord? Vous n'avez pas de libération de H+, vous avez l'ordre 2 de la réaction. Le chauffage, c'est l'élimination. Normalement, on a le justificatif correct, hein, d'accord? Dans un exercice. Alors, une E2, ça vous donne, donc, vous avez deux composés, moins substitué et plus substitué. D'accord? Vous avez un composé qui est plus substitué et un composé qui est moins substitué. À quelle règle obéit cette réaction? Allez, l'élimination. D'une manière générale, l'élimination. E1 ou la E2, hein? Le produit majoritaire, c'est un. Il obéit à la règle de. Rappelez-vous. Après, de tout le cours, l'élimination. Alors, l'élimination, elle obéit à quelle règle dans ce cas-là? Régiosélectivité. Régiosélectivité. Bon, c'est pas. Non, je vous ai pas demandé la réaction est-elle stéréospécifique, stéréosélective? Non, c'est pas là. À quelle règle? Il y a une règle. Vous avez dans l'élimination toujours un produit plus substitué, un produit moins substitué. Le plus substitué, c'est-à-dire vous obtenez des alcènes qui a plus de groupements, d'accord? Et le moins substitué, il est minoritaire. D'accord? Le plus substitué, il est majoritaire. Et le moins substitué, il est minoritaire. C'est la règle de. Allez. Alors, c'est la règle de. Monsieur. Alors, la règle de qui? L'allemand هذاك. L'allemand Hadek. Alors, c'est Zaitsev, d'accord? En fait, il y a deux. Il y a deux Allemands.
Donc, la règle de Zaïtsev, d'accord? Elle obéit à la règle de Zaïtsev. Vous avez un produit majoritaire et un produit minoritaire, le règle de Zaïtsev. Alors, Zaïtsev, il dit que le produit majoritaire, c'est le plus substitué. D'accord? Et vous avez une autre règle qui obéit, c'est l'inverse de la règle de Zaïtsev. On la verra à la dernière partie. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors, Hanaya, pour justement, qu'est-ce qui va s'éliminer? Là, vous avez Br- et vous avez du NaOH. Le NaOH, alors vous avez dit que réaction, elle est bimoléculaire. Le NaOH, parce que du moment qu'il est concentré, dès que vous le mettez, il est justement limitrophe à la molécule. C'est-à-dire, il s'approche des molécules, des composés qui lui sont antécédents. Par exemple, هنايا عندك Na plus OH moins. Pardon, antagoniste. Par exemple, Na plus, il s'approche de quoi? De Br moins. Le OH moins, il va s'approcher de quoi? Parce que le milieu, il est concentré. C'est-à-dire, il est juste limitrophe à NaOH, au réactif, parce qu'il est très concentré. Le Na+, il s'approche de Br-, et le OH-, où est-ce qu'il va? Il va enlever quoi? La base. La base, elle réagit avec quoi, la base? OH-, il réagit d'une manière générale avec quoi? H plus. H+. Alors, qui a le caractère acide dans la molécule? Alors, les hydrogènes en position alpha, bon, on appelle alpha, c'est possible, dans les bouquins, vous trouvez bêta. Mais أنا bon, هدايا سنسقلهم les hydrogènes en position alpha, c'est-à-dire du carbone alpha. Alors, l'hydrogène هدايا, il a un caractère acide, d'accord, en milieu basique. Vous avez l'hydrogène et vous avez l'hydrogène. Donc, les hydrogènes en position alpha, donc l'hydrogène et l'hydrogène, ils vont s'éliminer. Ils vont former des alcènes. D'accord? Vous allez avoir un alcène ici et un alcène là. Hada, ça sera le produit minoritaire et celui-là, il sera le produit majoritaire parce que Hada, il est moins substitué. Si vous formez une double liaison ici, vous allez départ de Br- et H+, qui est là. Maintenant, vous allez avoir un autre mécanisme où il y aura départ de H+, qui est là, et Br-. Donc, Na+, elle va arracher le Br-, et le OH-, il va arracher le H+. Alors, tout se fait en même temps. C'est un mécanisme concerté, avec passage par un complexe, parce que c'est une réaction d'ordre 2, élimination d'ordre 2. D'accord? Et le produit majoritaire, bien sûr, c'est celui-là. Mais attention, ce n'est pas comme la E1. La E1, elle ne pose pas de problème. Alors, la E1, elle ne pose pas de problème parce que vous avez une carbocation, si vous avez une élimination d'ordre 1. L'élimination d'ordre 1, c'est la même chose. La première partie de l'élimination d'ordre 1, c'est la même que la première partie de la substitution nucléophile d'ordre 1. Vous avez la même chose, il se passe la même chose. Vous avez passage par le carbocation, la E1. Mais maintenant, pour la E1, ça ne pose pas de problème. Là, vous mettez les composés et l'élimination se fait. Pourquoi? Parce que vous avez une libre rotation. Donc, vous allez avoir tous les stéréoisomères géométriques possibles. Ça fait la E2, non. La E2, vous êtes obligé de suivre des directives. Alors, il faut mettre les groupes partants. Je connais les groupes partants. Je connais les groupes partants dans cette réaction. Br, Br-, d'accord? Et Br moins et H plus. très bien. Alors, c'est Br- et H+ qui vont partir. Vous n'avez pas le choix. Il faut vous les mettre en position antiparallèle. D'accord? Pour que le mécanisme soit juste, vous mettez les groupes partants en position antiparallèle dans le plan. Hagda, vous n'allez pas faire d'erreur. D'accord? On verra. Donc, voilà votre molécule. Donc, l'hydrogène qui va partir, donc vous avez des hydrogènes en position alpha. Vous allez avoir formation du double liaison ici. Ça sera le majoritaire, c'est le D. D'accord? C'est le composé majoritaire. Il sera là. Vous allez avoir une double liaison. Départ de Br-, départ de H+. Et vous avez une double liaison ici. Et bien sûr, on vous dit que vous allez obtenir
un produit majoritaire et un produit minoritaire. Alors, vous allez avoir deux alcènes. Le minoritaire, هذا هو. Donc, il est simple, il n'y a pas de Z ni E. Il n'y a pas de stéréoisomérie géométrique. D'accord? Et vous allez avoir le produit minoritaire. هذا هو le minoritaire. Le minoritaire, il est simple. Vous pouvez faire directement le produit final sans détailler le mécanisme. Vous allez avoir 5 méthoxy, 3 méthyl, hexa 1,4 diène. Vous obtenez un diène. Ça, c'est le produit minoritaire. Alors, pour le produit majoritaire, voilà, avec les carbones asymétriques, regardez, vous allez avoir deux carbones asymétriques. De départ, ils ne vont pas changer de place à demain. 4E, 3R. Pardon, 3S. D'ailleurs, c'est 2E, 4R. Maintenant, la nouvelle, je vais faire la nouvelle lecture. Tout va changer. Vous avez le carbone numéro 3. Il est 4. Il est 3. N'oubliez pas, quand vous faites la chaîne la plus longue, il faut appliquer les règles. D'accord? Choisir la chaîne carbonée la plus longue contenant le maximum d'insaturation avec l'indice le plus faible. Maintenant, on commence à numéroter à partir du 1. C'est H2. Donc, la numérotation est par rapport à ici. Ici, on a numéroté à partir de là. Alors, on a le 4R, qui était 4R, se transforme en 3S. Alors, regardez pourquoi ça transforme en 3S, parce que la lecture est différente. Parce que vous aviez un BR. La priorité تتبدل. هذا qui était numéro 1, il va être numéro 2. Donc, vous allez avoir 1, 2 et 3. C'est un S. D'accord? C'est un 3S. Le E, il ne change pas. Donc, le E ne change pas, normalement, ne change pas. Donc, c'est le S qui va, le R se transforme en S. Voilà. Et de la double liaison, bon, le carbone asymétrique, d'ailleurs, il part. Il n'y aura plus de carbone asymétrique, vous aurez une double liaison. Ça, c'est le produit minoritaire. D'accord? Donc, vous passez d'une configuration 2E, 4R, 5R, à la configuration 4E, 3S. Est-ce que c'est clair? Là, c'est le produit minoritaire, Barka. Non, on n'a pas détaillé le mécanisme pour le produit minoritaire parce qu'il n'y a pas de carbone asymétrique et tout. Donc, pardon, il n'y a pas de. Pardon. Le produit final ne contient pas de stéréoisomérie géométrique, parce que maintenant, je le Z et le E, d'ailleurs. Donc, le produit sera identique. C'est pour ça que je n'ai pas détaillé le mécanisme pour le produit minoritaire. D'ailleurs, dans l'exercice, on vous demande de détailler le mécanisme pour le produit majoritaire. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le moment? Parce qu'on n'a pas encore fait le mécanisme d'élimination d'ordre 2 pour le produit majoritaire. C'est bon? On peut continuer? Oui. Très bien, ça c'est le produit minoritaire, donc on a la double liaison, il est là. Abdobak déroule la nomenclature. La nomenclature va changer, donc la position des atomes que vous avez considérés au départ, elle va changer. Bon, là j'ai suivi le même ordre. C'est-à-dire que le 2, il va se transformer en 4, le 4 se transforme en 3. Et le 5, il n'y est plus. Il y a le carbone asymétrique numéro 5, il n'y est plus. D'accord? Alors, demande d'ajout. Voilà. Avec un D qui est majoritaire. Maintenant, on va détailler le mécanisme du produit majoritaire. Alors, on va détailler le mécanisme de la E2. Alors, je vous ai dit, on part du composé de départ, composé 1, de configuration ERR. Alors, quand vous faites une réaction, donc le groupement sur lequel vous ne faites pas de réaction, il ne faut pas l'entraîner avec vous tout le temps. D'accord? Ce n'est pas la peine parce que vous allez encombrer votre mécanisme. Donc, il faut lui attribuer, par exemple, R1, par exemple. Alors, vous allez avoir une libre rotation autour de la liaison sigma, donc vous pouvez mettre l'hydrogène dans le plan.
Voilà, avec la libre rotation, l'hydrogène en position alpha, on veut lui changer de place. Alors, pour faire une réaction d'élimination d'ordre 2, on met les groupements partants H plus Br- en position antiparallèle. Bon, vous avez le droit, pourquoi? Parce que vous avez une libre rotation autour de la liaison sigma. Bon, bien sûr, quand vous faites les en position antiparallèle, il faut vérifier la stéréochimie. Mais là, je te retrouve la stéréo. Sinon, ça sera faux. D'accord? Sinon, vous allez avoir des erreurs. La configuration. Donc, 1, 2, 3, c'est un R. 1, 2, 3, c'est un R. C'est-à-dire que j'ai changé la place des substituants tout en maintenant la stéréochimie. D'accord? J'ai rien changé. Donc, en fait, j'ai fait une libre rotation autour de la liaison sigma. Tout ça pour faire le mécanisme. Parce que je dois tirer la configuration de produit d'arrivée. Ils me disent la configuration TAO. Est-ce que c'est un Z? Est-ce que c'est un E? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Parce que vous n'avez pas de carbone, vous n'avez pas de carbone, de carbocation. Qui connaît comme une carbocation, vous allez avoir les deux, le Z et le E. Donc le mécanisme, même en arrière, en avant et tout, vous n'aurez pas de problème, vous obtenez les deux. Mais dans le mécanisme de la E2, il y a une précision. Il faut mettre les groupes partants en position antiparallèle. Comme ça, on aura une idée sur l'alcène qui va se former. D'ailleurs, on a là l'alcène qui va se former. Alors, on a regardé les groupes partants à deux moments, le H et le Br. Les groupements, ils ne vont pas changer de place. D'accord? Ce qui va changer, vous passez d'une hybridation sp3 à une hybridation sp2 parce que vous passez d'un carbone hybridé sp3 tétraédrique vers une double liaison. Vous allez former l'alcène à la fin. Quitte former l'alcène, vous passez d'une hybridation sp3 à une hybridation sp2. Vous passez de 109 degrés à 120. Mais les atomes ne vont pas changer de place. Hada il sera en avant, Hada il sera en avant. Le H en arrière, Hada c'est H3 en arrière. Donc ils ne vont pas changer de place. C'est le groupe, c'est l'angle de liaison qui va changer. Voilà, j'ai mis les deux groupements en position antiparallèle. Il y a formation en présence de NaOH, pardon. Il y a formation. Alors regardez qu'est-ce qui va se passer, Naya. Donc le H, moi, il s'approche de l'hydrogène en position alpha. Et le Br qui est stabilisé avec le Na+. Alors le Na+, c'est lui qui va arracher le Br-. Vous formez un complexe intermédiaire. C'est un complexe intermédiaire qui est instable. D'accord? C'est une molécule qui est instable. Voilà. Il permet aussi la transition. Donc, c'est ce qu'on appelle le système de transition. C'est le complexe, c'est-à-dire vous avez une molécule transitoire entre le produit initial et le produit final. Voilà. Donc, vous passez d'une hybridation sp3 à une double liaison, d'accord, une sp2. Donc, vous aviez un tétraèdre et vous allez passer un plan. Le composé, vous obtenez un composé D plus NaBr plus H2O. Alors, composé B, le A vous donne. Alors, la configuration de produit de départ, regardez, 2E, 4R, 5R. Donc, on est parti par ça. Vous allez obtenir le composé D de configuration. Attendez. Alors, le H en arrière et le CH3 en avant. On a le CH3. Attendez, là, je crois qu'il y a une erreur. Normalement, le R1, il sera ici. D'accord. Donc, l'erreur, elle est faite ici. Alors, je rappelle, je vais lire la configuration 1, 2, 3, c'est un R. C'est un R. Donc, j'ai écrit le S. Regardez. J'ai inversé entre ces deux-là. Est-ce que vous suivez? Oui. Attendez, je me suis trompée هنايا parce que كي تغلطوا في الكومبلكس هنا intermédiaire automatiquement le produit final يغلط تغلطوا فيه d'accord أنا l'intermédiaire déjà غلطت فيه l'intermédiaire il fallait suivre hein, il fallait pas inverser les deux donc هنا c'est R1 وهنا c'est H3 d'accord bon si on suit l'intermédiaire parce que هنايا j'ai pas suivi hein. Comme j'ai pas c'est pas un tableau je peux pas changer j'ai pas la craie هنايا باش نبدل لكم
Alors, si on suppose on est parti par celui-là, d'accord, on aura celui-là. Mais en fait, c'est l'inverse. Hein. CH3 est dit là ou R1 est dit là. D'accord? Donc, si je lis la configuration Hadi, on aura 2E, 4Z. En fait, normalement, ce n'est pas 2E, mais c'est 2Z, 4Z. C'est 2Z, 4Z. C'est bon? Vous vérifiez. Hein. Je rappelle, le passage de ce composé vers ce composé, il ne faut pas changer de place des atomes. Il y a eu regardez, j'ai changé la position de les deux. Regardez, quitte que vous dites une réaction, faites attention de réécrire la même chose. Et maintenant, moi aussi, j'ai fait une erreur en inversant les deux. Je n'ai pas le droit d'inverser ces deux composés. Dès le départ, ils étaient là, ils ne vont pas changer de place. D'accord? Donc, R1 il dit là, ou CH3 il dit là. Donc, là, vous allez avoir le Z. D'accord? Ce n'est pas le E, mais c'est le Z. Là, il faut inverser. Ce sera 2Z, 4Z. Ce qu'on produit majoritaire. Bien sûr, il faut remplacer après. D'accord? Il faut remplacer. Donc, 2E, 4Z. Alors, ça sera... Voilà, là, je l'ai fait juste. D'accord? Là, je l'ai fait juste parce que Hadaya, donc, je me suis trompée ici. Mais Hadaya, il est correct. Hadaya, pardon, attendez, R1, le R1. Le H, donc il y a une erreur, hein, il y a une erreur. Donc normalement c'est E, c'est ZZ. Ici j'ai remplacé c'est Z, وهنايا هنا c'est E. Donc les deux composés, ils هذا يجي لهنا وهذا يجي لهنا pour avoir le Z. Donc c'est ZZ et non pas EZ. D'accord? Il faut inverser entre ces deux groupements. D'accord? Entre celui-là et celui-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc l'erreur, elle est dans ce... c'est le 4. C'est le quatrième. Alors, pour la nouvelle nomenclature, comme la nouvelle nomenclature, c'est toujours la même. Hein. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quatrième hadaya, ils يكون Z chez eux. D'accord? Donc, il y a une erreur la configuration. L'essentiel hadaya, vous obtenez, selon la configuration, vous obtenez le Z. Ici, vous aurez le Z. D'accord? Vous aurez le Z. Voilà. 2E, 4Z. Donc, c'est la représentation qui est fausse. Ça, le résultat, il est juste. Hein. C'est la représentation qui est fausse. Enfin, je croyais l'avoir corrigé. L'année passée, déjà, j'ai posé le même problème, mais je ne l'ai pas corrigé apparemment. Donc, il faut refaire complètement la molécule. Alors, regardez. Hein. Hada, il est le correct. Le composé, il est, la configuration ici, elle est correcte. Mais Hadaya, il est faux. Donc, il faut déplacer Hada l'hana. Donc, c'est H يجي l'hana. Ou le H يجي l'hana, ça sera votre composé correct. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous voyez que finalement, en fait, si vous vous trompez d'un seul carbone, d'une seule position, le produit final, il aura. Donc, les conséquences vont avoir lieu sur le produit final. Donc, il faut faire très attention. Année où je me suis trompée. Naya, j'ai démarré quelque chose de correct, mais quand j'ai remplacé ici, il fallait inverser, d'accord? Il fallait garder la même position. Ici, c'est les mêmes positions. Il ne faut pas changer. La même chose ici, c'est les mêmes positions. Donc, vous passez de Z, plutôt RR à Z. Et si on change de configuration, bien sûr, le produit final, il va changer.
Alors, là, parce que j'ai pris le même, on obtient un Z. Alors, est-ce que, d'après les configurations qu'on a écrites ici, la réaction est-elle régiosélective ou bien stéréospécifique? Est-ce qu'elle est régiosélective, la réaction? Ou je mets sélective, stéréosélective. Oui, Bien sûr, parce que là, radio-sélective. très bien. Déjà, là, quand on obtient le produit final, le produit déjà Dépendant. le produit final hadaya, on n'obtient pas tous les stéréoisomères, on obtient donc déjà un produit minoritaire et un produit majoritaire. Donc la réaction, il y a une région mieux sélectionnée qu'une autre. D'accord? Par rapport à, quand vous avez un produit minoritaire et un produit majoritaire, c'est-à-dire que vous avez des pourcentages. Par exemple, hadaya majoritaire, ça veut dire il peut être par exemple 70%, hadaya 30%. Donc, vous avez une région mieux sélectionnée qu'une autre. D'accord? C'est ça la région-sélectivité. Une région qui est majoritaire par rapport à une autre, etc. Vous pouvez avoir plusieurs pourcentages, ce qu'on appelle un mélange statistique. D'accord? Maintenant, est-ce que la réaction elle est stéréospécifique? Moi, je mets un stéréospécifique. Une bête d'élevage, la configuration de produit de départ. Si je démarre avec 5 S, Oui, voilà. spécifique. Bien sûr, parce que là, si vous changez la configuration du cinquième, les composés antiparallèles, ils vont changer de place. D'ailleurs, le BR-, c'est ce qui va changer de place. Alors, s'ils changent de place, alors que c'est un groupe partant, vous allez avoir, si on a obtenu le Z, vous allez obtenir le E. D'accord? Alors, n'oubliez pas, là, il faut corriger. Donc, le CH3 est dit là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Madame Merabti? Elle n'est pas avec nous. Oui, oui, Madame Koudzi. Ah, satisfait de صوتك. Hmm? Je croyais avoir entendu ta voix. Non, non, pas moi. Ah, C'était une d'accord. étudiante. D'accord. Hmm. Voilà. Ok. Alors, C et D, c'est des isomères. Alors, on vous dit quelle est la relation entre ces deux composés. Alors, هذايا, ce composé-là et ce composé. Quelle est la relation? واش عندهم هنايا? Est-ce qu'ils ont la même formule brute? Celui-là et celui-là. Oui, Donc, c'est des... isomères. Voilà. Désormais. Et il faut spécifier, il faut donner quelque chose de spécifique. Est-ce que c'est la même fonction? Hada, c'est un diène, Hada, c'est un diène. D'accord? Oui, Vous avez les mêmes radicaux, OCH3, OCH3. Donc, c'est des isomères de quoi? Qu'est-ce qui change ici? La position. C'est la position des doubles liaisons. Comme il y a un 4 diène, là, c'est deux 4 diènes, selon les noms systématiques des composés. D'accord? Donc, c'est des isomères de position. Vous voyez, quand on vous pose des questions sur des choses que vous avez déjà vues. C'est bon? Je rappelle qu'il y a une erreur là, entre CH3 et H. Tout à l'heure, l'élément de transition, il y avait une erreur, donc le produit final, il sera... Mais la configuration est juste... Apparemment, j'ai corrigé la configuration, mais le schéma, je ne l'ai pas corrigé. Hein. Donc, هنايا CH3 يجي لهنا ou H يجي من هنا. D'accord? Alors là, c'est pour parler de stéréospécificité et stéréosélectivité. Si on part de R, vous obtenez toujours un produit minoritaire et majoritaire. Donc, la réaction, elle est régiosélective, toujours. Maintenant, si on change, vous avez des produits statistiques, donc la réaction, elle est régiosélectivité. Donc, tout ce que j'avais dit tout à l'heure, là, je l'ai réécrit. E2 ici est régiosélective. Vous obtenez un produit majoritaire et un produit minoritaire. Maintenant, pour parler de stéréospécificité, si je démarre de 4S, 5S, j'obtiens le E. D'accord? Vous obtenez de E 4E. Donc,
Si vous obtenez au lieu de 4Z, vous allez avoir le 4E. Donc, la réaction, elle est stéréospécifique. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que c'est rien du tout, hein, stéréospécifique, régiosélective, c'est rien du tout. Vous obtenez des proportions régiosélectives, stéréospécifiques si vous changez la configuration produit de départ, vous trouvez quelque chose de différent, donc elle est stéréospécifique. Les stéréosélectivités, c'est-à-dire vous n'obtenez pas tous les stéréoisomères possibles. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Voilà, bon, là j'ai donné la définition. Dépend de la stéréochimie du produit de départ pour la stéréospécificité. Alors, il reste, on vous demande de donner les formes limites pour le produit final. Ah, d'ailleurs, on vous donne le produit majoritaire. Alors, comme donner les formes limites. Alors, comment elle va se faire l'alternance? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez l'alternance d'abord? Oui, on a une conjugaison. Conjugaison. Très bien, vous avez un atome qui est bridé sp3 avec des doublés non liants. Donc, vous avez doublé non liant, liaison sigma, double liaison, simple liaison, double liaison. Vous avez une belle alternance ici. Donc, la délocalisation, vous avez un atome hybridé sp3. Le doublé non liant, c'est un groupement donneur ici. D'accord? Il est donneur mésomère. Voilà. Donc, le doublé non liant ici, regardez, il va se déplacer, il va se mettre là. Ce carbone qui est là, il va être gêné parce que le carbone, il a 4 liaisons. S'il subit une autre liaison, qu'est-ce qui va se passer? L'électron qui était là, il va se barboter sur le carbone voisin. Donc, finalement, le déplacement, c'est électronique. C'est l'électron qui se déplace. Comme la doublée non liant. Il est constitué de 2 électrons. Les 2 électrons, ils vont venir par là. Donc, il va justement appartenir à l'oxygène. L'oxygène, il en avait 2. Donc, il a perdu un. Il est là. Il va se positionner ici. Il va gêner l'électron qui est là. Il va se barboter sur le carbone voisin. Et on continue. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez avoir? Ah, là, je vous montre l'alternance. Hein. Il existe une Sigma. alternance pour les non-liants, sigma, etc. C'est un donneur mésomère. Le OCH3, c'est un donneur mésomère. Bien sûr, l'oxygène, il est donneur mésomère. Alors, l'alternance, elle va se faire de la manière suivante. Donc, je vous ai dit, vous allez former une double liaison ici. L'oxygène aurait perdu l'électron. L'électron, il va se positionner ici. Voilà, il va se barboter sur le carbone voisin. Alors, l'électron qui est là, il va faire le même chemin. Donc, il va faire une liaison ici. Il va gêner l'électron qui est là. On ne peut pas avoir 5 liaisons sur le carbone. Alors, l'électron qui est là, il va se barboter sur le carbone voisin. Et ça sera la deuxième forme limite. Alors, quand on vous demande de calculer le nombre de formes limites, il ne faut pas que vous comptez la même forme deux fois. On la compte une fois. Les formes limites sont comptées une fois. D'accord? Vous avez deux formes limites. D'accord? Avec celle-là, vous allez revenir à l'état initial. Donc là, si on comptabilise le nombre de formes limites, vous en avez deux. C'est bon? Une seconde. Vous me donnez une seconde. Hein.
C'est bon? Voilà. En général, quand on obtient des alcènes ou des diennes, on vous demande souvent à faire des formes limites, d'accord? Alors, toujours, donc, dans le même contexte, on vous dit la réaction entre le composé à une base encombrée thiméthylamine, suivie de l'action de AGOH, et sous l'effet de la chaleur, conduit à la formation des mêmes composés C et D, dont C est majoritaire, c'est-à-dire on inverse les produits, ils vont s'inverser. Avec D qui était majoritaire, il est minoritaire, et le C qui était minoritaire, il devient majoritaire. À quelle règle obéit cette réaction? Bon, je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, mais même Dirouhaj, vous allez la voir plus tard, quand on arrive aux fonctions amines. Mais quand même, là, puisqu'elle y est dans l'exercice, on va la détailler. Alors, Hadi, c'est quel type d'élimination, si vous avez fait ça dans le cours? De tout Zaïtsev. Le contraire de Zaïtsev, c'est? Alors, ici, est-ce que vous entendez d'abord? Oui, on vous entend. Parce qu'avec le silence radio, on dirait, Annie Wahdi. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, on avait dit que la réaction d'élimination d'ordre 2 obéit à la règle de Zaïtsev. Zaïtsev, le produit majoritaire, c'est celui qui a le plus de substituants, c'est-à-dire c'est l'alcène qui contient le plus de substituants. Ou le minoritaire, c'est celui qui contient le moins de substituants. D'accord? Maintenant, on change d'ingrédient. On va changer. Ce n'est pas un AOH concentré à chaud dans un solvant protique, non. Ici, on vous dit, on utilise le composé A est traité par une base encombrée. On a déjà parlé comme une base encombrée, c'est-à-dire la molécule subit un encombrement stérique. Vous allez utiliser la triméthylamine, NCH3, 3 fois, suivi de la réaction. Vous allez rajouter AGOH et sous l'effet de la chaleur. Déjà qu'il y a la chaleur. La chaleur, ça sous-entend quelle réaction? Élimination. Élimination. La chaleur, toujours, il y a une élimination. Et d'ailleurs aussi, c'est une réaction d'élimination d'ordre 2. Conduit à la formation des mêmes composés, C et D. Maintenant, les proportions vont s'inverser. D'accord? Les proportions vont s'inverser. Bon, il y a demande d'ajout. Je vais la rajouter. Au moins, vous réfléchissez à la question. Donc, à quelle règle obéit cette règle? Je ne sais pas ce que vous l'avez fait, hein, donc c'est pour ça que c'est comment. Mais j'ai de toi le cours. Alors, en présence de la triméthylamine, le chauffage, les conditions, les ingrédients, c'est l'élimination d'Hoffmann. De tout Hoffmann? Est-ce que vous avez fait Hoffmann dans le cours? Smatobé, Olf Hoffmann? Non? Non, madame. Ah, d'accord, vous l'avez pas fait. Vous avez terminé le cours, tu as l'élimination. Même Moudib. Alors, est-ce que vous Oui, avez on a terminé SN. l'élimination كملتوها? Normalement. Ah, vous avez terminé كامل le chapitre كملتوه. Non, ما كملناش الشابتر جست عملنا SN و E و SI. ودرتوا اس اي. شنو اس اي هذه؟ ماشي SI هذيك l'autre. SE. Oui, درتوا le SE. électrophile. Oui. Oui. Ah, d'accord. On n'est pas au courant, hein. Ah, oui, donc vous avez fait la substitution électrophile. Oui, on l'a fait. D'accord. D'accord. Donc, Naya, c'est l'élimination d'Hoffmann. D'accord. Bon, je vous fais, puisque vous ne l'avez pas fait, donc je sais on va la refaire, hein, les amines. Si vous ne l'avez pas fait le cours, ça veut dire on va la refaire. Les amines.
Je vais expliquer rapidement. Alors, en général, quand on fait, c'est une réaction d'élimination d'ordre 2. D'ailleurs, on vous dit la molécule subit un encombrement stérique parce que vous avez utilisé. Au lieu, le groupe partant comme tout maintenant, c'est Br-. Là, on va changer de nucléophile. On va changer de groupe partant. En général, une amine qui se dit un dérivé halogéné, c'est un dérivé halogéné. C'est un dérivé halogéné, Rx, de forme Rx, RBr. D'accord? Si vous rajoutez une amine, normalement, ça sera une substitution nucléophile. Mais si vous rajoutez une amine tertiaire, vous allez avoir une amine quaternaire. D'accord? Comme une amine quaternaire. Voilà. Et l'amine quaternaire, elle subit une élimination d'Hoffmann. Et comme elle est encombrée, vous allez avoir deux sites. Toujours les hydrogènes en position alpha, mais majoritairement, pourquoi? Parce qu'il subit un encombrement stérique. Je vous explique pourquoi. Alors, je vous dis, on obtient toujours les mêmes composés, minoritaires et majoritaires. C'est majoritaire, c'est le même en body. Hein. Et le D, ça sera le minoritaire. D'accord? Donc, C majoritaire et le D minoritaire. Là, c'est Z. Là, c'est Z. Z. Alors, le D qui est minoritaire, qu'est-ce qui va se passer? Hadaya, il va être minoritaire. Au lieu qu'il soit majoritaire, il va être minoritaire. Parce que tout à l'heure, le Br- ne subit pas un encombrement stérique. Quand il va être remplacé par l'amine quaternaire, il va subir un encombrement stérique, une gêne. Qu'est-ce qui va se passer? L'hydrogène, Hadaya, il n'est pas encombré. Hadaya, il va partir plus facilement, il va s'éliminer plus facilement que l'hydrogène qui est là, qui sera difficile à éliminer. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai détaillé le mécanisme, mais du moment que vous ne l'avez pas fait, il faut suivre Bark. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vous ai dit qu'un dérivé halogéné plus amine, normalement, une substitution nucléophile. Mais ici, non. Avec l'amine tertiaire, vous allez former un sel d'amine quaternaire. Parce que n'oubliez pas que vous avez fait un CH3 trois fois. Vous allez avoir une amine quaternaire. C'est un radical, R. Qui est une amine tertiaire, qui est une amine quaternaire. Voilà l'amine, le sel d'amine quaternaire. N plus, Br-, tout ça. Je vois CH3, CH3, CH3 et tout ce radical. Regardez, la molécule subit un encombrement. Elle est volumineuse, il y a de la molécule. Elle est volumineuse. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez justement vous allez rajouter AgOH pour faciliter donc, le départ de l'hydrogène en position alpha. Parce que déjà, il est difficile comme ça à éliminer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous rajoutez AgOH. Le Ag+, il va réagir, il va précipiter le Br- sous forme de AgBr. Le OH- de base qui va réagir avec l'hydrogène en position alpha, former une molécule d'eau. Alors, regardez. Là, vous allez avoir AgBr plus de l'amine quaternaire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez substituer le Br- par OH- et qui va éliminer l'hydrogène en position alpha. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cette élimination qui sera majoritaire par rapport à cette élimination. Voilà, encombrement stérique. À cause de l'encombrement stérique, l'état de transition de D est instable. Pourquoi? Parce qu'on a normalement une E2. Une E2 subit un état de transition. Si vous détaillez le mécanisme, vous allez avoir un état de transition. Normalement, quand vous faites le chauffage, l'état de transition, il ne se fait pas facilement de ce côté-là. C'est-à-dire il est difficile à se former. L'état de transition, il se forme justement du côté le moins encombré. Parce que la E2 subit l'état de transition. L'état de transition ici, il est plus facile à se former par rapport à l'état de transition de ce côté. Et voilà, quand vous chauffez, vous formez le produit majoritaire. Le produit majoritaire. Donc, il faut retenir
Pour une élimination d'Hoffmann, l'alcène le plus substitué est minoritaire et l'alcène le moins substitué, qui contient de moins substitutions, il est majoritaire. Voilà, c'est tout. C'est l'élimination E2 selon Hoffmann. On obtient l'alcène le moins substitué majoritaire. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut raisonner que l'élimination d'Hoffmann, c'est l'inverse de l'élimination de Zaitsev à cause de l'encombrement stérique, où l'état de transition ne se fait pas facilement du côté de l'hydrogène en position alpha de l'alcène le plus substitué. Voilà. La réaction ne se fait pas comme ça. On utilise l'amine encombrée. C'est l'amine tertiaire. C'est celle qui est encombrée. Qui nous permet d'avoir un alcène le moins substitué. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, c'est bon. Ah, c'est bon, il n'y a pas de questions. Donc, pour ce qui concerne la réaction de substitution nucléophile, c'est tout ce qu'il y avait. Substitution nucléophile et élimination d'ordre 1 et 2, c'est tout ce qu'il y avait à dire. D'accord? Oui. Voilà. On va si Madame Merabti veut rajouter quelque chose. Je voudrais savoir, donc, est-ce qu'ils ont fait l'addition, les réactions d'addition en cours? Est-ce que vous avez fait les réactions d'addition? Non. Donc, toi, la substitution, nucléophile, Électrophile. électrophile et élimination, c'est ça? Oui. Oui. Et la substitution électrophile, vous êtes avancé Ferra ou la règle qui m'a dit toi? لكن on l'a بدينا. fini. Donc, vous n'êtes pas avancé Ferra. Madame Merabti, la dernière, on l'a faite Oui, parce qu'on n'avait pas assez de temps. C'est pour ça qu'on l'a laissé pour le second semestre. D'accord, donc je peux prendre un fichier, je vais commencer, pas de problème. Oui, au moins faire un rappel comme ça, parce que l'exercice m'a fait grand-chose. Quel exercice? Exo sur la substitution électrophile, dans la série. On a fait attends, j'ai oublié, Madame Merabti, j'ai oublié carrément. On a fait les mécanismes. On a fait la série des mécanismes, c'est ça? Qui fait? On a fait la série des mécanismes, les fonctions. Les fonctions, oui. Les dérivés benzéniques. Je vais ouvrir le fichier. Madame, donc ce Hoffman, on va le refaire en cours, c'est ça? Déroge les amines. لا ما درتوش في الكورس Les amines. c'est un passage obligatoire. فهمتوا؟ Au second allez- semestre. Au second semestre, mais on a trouvé que c'est intéressant de le voir avec l'élimination. Pourquoi? Parce que si vous voulez avoir l'alcène, si vous voulez synthétiser l'alcène le plus substitué Ouais. au produit majoritaire, là, vous faites une réaction d'élimination normale. D'accord? Vous allez utiliser une base, base forte, concentrée, et vous travaillez à chaud. Là, automatiquement, vous allez avoir l'alcène le plus substitué majoritairement. Par contre, si vous voulez synthétiser l'alcène le moins substitué en quantité majoritaire, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas faire l'élimination normale. Pour favoriser l'alcène le moins substitué, vous allez utiliser la méthode d'Hoffmann, l'élimination d'Hoffmann. Vous allez utiliser une amine tertiaire
avec laquelle vous allez avoir un composé encombré. Et avec ce composé, le sel d'ammonium quaternaire, il est encombré. Le fait qu'il y a un encombrement stérique, c'est l'alcène le moins substitué qui va se former majoritairement. Donc là, on dit que la réaction obéit à la règle anti-Zaïtsev. C'est une élimination d'Hoffmann, elle obéit à la règle anti-Zaïtsev. Parce que la règle de Zaïtsev donne l'alcène le plus substitué comme produit majoritaire. D'accord? Par contre, en faisant une élimination d'Hoffmann, on va avoir une réaction qui obéit à la règle anti-Zaïtsev. Et là, vous allez former l'alcène le moins substitué comme produit majoritaire. C'est ça l'intérêt. D'accord? C'est bon? Merci, Voilà, madame. oui, je vous en prie. Voilà, donc, puisque vous avez fait l'aspect électrophile, on est obligé de la traiter. Je n'ai pas revu mes diapos, mais quand même, s'il y a des erreurs, je vous dirai de les corriger. Alors, je ne fais pas l'aromaticité, madame Merati. Directement mécanisme. Ah oui, ah oui. Ça sur l'aromaticité. Hein. Voilà. On vous dit toujours, je vais donner l'aspect général des réactions de substitution électrophile. C'est un rappel. Alors, la réaction de benzène avec un réactif électrophile E+, conduit à un composé A. Voilà. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, pour la substitution d'une manière générale, il y a 3 types de substitution. Donc, vous avez la substitution radicalaire, la substitution électrophile et la substitution nucléophile. Bon, la nucléophile, classe, affaire classée, on l'avait faite. La substitution radicalaire, vous allez la voir avec les alcanes. D'accord, pas maintenant. La fonction alcane, vous allez substituer les radicaux. Maintenant, la substitution électrophile. Alors, la substitution électrophile, c'est changer un électrophile par un autre qui lui est plus stable. D'accord? Un E+, par un R+, ou la H, en général, c'est un H+, avec un E+. D'accord? Là, vous changez un H+, d'un noyau aromatique, en général, c'est les noyaux aromatiques. Le benzène. Donc, c'est les dérivés du benzène. D'accord? Alors, Naya, il faut savoir quand vous avez le benzène, il faut retenir que dans le benzène, vous avez fait les formes limites avec Madame Merati, et les formes limites vous ont justement induit à des règles, c'est-à-dire à des données. Et donc, les données, vous allez les utiliser pour le mécanisme réactionnel de la substitution électrophile. Bon. On va commencer par le mécanisme, l'aspect général de la réaction. Vous avez toujours un noyau aromatique, comme un électrophile. L'électrophile, il ne vient pas de nulle part, il faut le créer. Vous ne pouvez pas avoir un électrophile si vous ne le créez pas. D'accord? Même si vous avez dans la molécule un atome qui a un caractère électrophile, mais vous devez le créer. Donc, vous rajoutez quelque chose pour le créer. Et vous formez le produit final, un dérivé aromatique. Donc, vous allez construire un dérivé. Vous passez quelque chose d'aromatique à un autre dérivé aromatique. La réaction se fait en 3 étapes. Enfin, qu'elle est déroulée comme 4, qu'elle est déroulée comme 3. De toutes les façons, il faut écrire les étapes correctes. D'accord? Alors, la première étape, qui est lente, vous allez former l'agent électrophile E+, et fixation E+, sur l'un des carbones du noyau aromatique, où la densité électronique pi la plus élevée. La densité électronique pi la plus élevée. Je m'en ai la densité électronique pi. Donc, si la densité, il s'agit d'un delta, c'est l'effet inductif, il faut que le delta soit élevé. S'il s'agit d'un effet mésomère, il faut que vous avez des sites qui sont chargés négatifs, le noyau aromatique. Alors, Naya, vous avez besoin en général, pour les réactions de substitution électrophile, un catalyseur. Les catalyseurs utilisés, c'est Lewis, c'est des acides de Lewis ou bien les acides de Bronsted. C'est quoi un acide de Lewis? C'est quoi un acide de Bronsted? Un acide de Lewis, c'est une entité chimique qui a une... Alors, Lewis, une case vide. Case vide, très bien.
Bronsted, d'après Bronsted, un acide de Bronsted, c'est un acide qui a quoi? Qui a tendance à donner quoi? Des H plus. H+, voilà, Bronsted c'est H+, très bien. Donc, des catalyseurs, donc plus EX vous donne un E+. D'accord? Là, on veut créer le E+. C'est l'acide, c'est le catalyseur de Lewis ou bien de Bronsted qui va me permettre de créer le centre actif. C'est-à-dire un centre actif. Il devient une activité. Un E+, c'est un centre qui va réagir. هذا le E+, quand il s'approche du noyau aromatique, mais il rush n'importe où. Il va, déjà, il a une case vide. Déjà, il a un manque en électrons. Il va le combler par un site qui est riche en électrons. Donc, il va vers le site qui a une densité électronique du noyau aromatique, puis la plus élevée. Voilà. Bon, il n'y a pas de groupement, il faudrait le H. Donc, le E+, il va prendre la double liaison. Il va la prendre. Vous allez avoir passage par ce qu'on appelle un centre de transition. Voilà. La charge plus elle va changer de place. Parce que le E+, il va se fixer. Il va y case vide. La case vide, il y a un effet maison mère. L'effet maison mère, d'ailleurs, vous avez une liaison pi, liaison sigma, case vide. Donc, vous avez une délocalisation. Elle continue. La charge positive, elle change de place. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'intermédiaire de Boulogne. D'accord? C'est l'intermédiaire de Boulogne. La charge de plus, elle change de place. Et quand elle va revenir à son état initial, il va former ce qu'on appelle l'intermédiaire de Boulogne. La formation du complexe sigma intermédiaire de Boulogne. Voilà. La deuxième étape, elle est rapide. Voilà, le E+, il s'est fixé, il a formé le complexe de Boulogne. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Bon, la molécule elle est instable, d'accord? Le plus, il va partir. Il va être comblé par la charge, donc l'électron qui est là, et il va revenir à sa place. Et vous allez régénérer le catalyseur. Il y aura départ de H+. Il y aura départ de H+, régénération du catalyseur. Alors, moi, H+, ça veut dire il va... Voilà, et vous formez le produit final. Avec le H+, il peut réagir avec le composé que vous avez formé tout à fait au départ, avec le X, moins. Voilà. Pardon, j'ai demande d'ajout. Voilà. Voilà. D'une manière générale, voilà le mécanisme de la réaction de substitution électrophile. Voilà. Et formation du dérivé aromatique. Alors, on va faire directement donner les formules de E+ et de E dans le cas d'une réaction 2. Alors, je vais dire bromation. Le E+, qu'est-ce qu'on va fixer? Le E+, voilà, la bromation. Alors, Madame BR+. BR2+. voilà, c'est le Br+. Méthylation, par exemple, CH3Br ou le CH3X d'une manière générale. Donc, le E+, c'est CH3+. très bien. C'est méthylation. Déjà, le nom méthylation. On va méthyler le noyau aromatique. Donc, on va fixer le CH3+. D'accord? Nitration. On utilise HNO3. On va fixer quoi?
NO3 plus. Non, NO2. NH. D'accord. NO2. D'accord, attends, il faut connaître la sulfonation, H2SO4, donc c'est un acide, H2SO4. Vous avez besoin d'ailleurs de deux molécules d'H2SO4 pour fixer justement le SO3, donc sur le noyau aromatique. Ça, c'est la sulfonation. Voilà. Bon, Hadouma, c'est des noms. Le noyau aromatique subit une méthylation. À la belle, comme je dis, le noyau aromatique subit une bromation. D'accord? Le fait de le dire, ça veut dire que vous imaginez le mécanisme. Un noyau aromatique qui subit une nitration, ça veut dire qu'on a fixé un O2 plus. D'accord? Une acylation. Une acylation, qu'est-ce qu'on fixe? CL-. On fixe un acétyl. Donc C2H5CO, Cl. D'accord? Une acylation. Voilà, vous allez fixer C2H5CO, D'accord? Bon. Alors, on va faire la réaction de bromation. D'accord? Bromation, c'est fixé quoi? Je rappelle, on va fixer quoi? BR plus. Br+. D'accord, vous allez fixer Br+, donc vous allez former un dérivé aromatique dans Br puis Br, d'accord? Alors, les étapes sont les mêmes, d'accord? Quand vous formez les étapes ne se. Ce qui va changer, c'est la nature du catalyseur, d'accord? Des fois Lewis, des fois Bronsted. Imaginez, qu'est-ce qu'on va utiliser comme catalyseur? D'après vous, quel catalyseur doit-on fixer? Alors, BR2. non, là, c'est le réactif. Mais le catalyseur, BR2, c'est-à-dire, c'est le réactif. Dans la réaction, qui est le noyau aromatique, qui est le réactif, qui est BR2. وكاين الاخر Madame, acide de Lewis. un acide de Lewis. Très très bien. Alors, apprenez un acide de Lewis. Acide de Lewis, madame. Exemple. ALB. Très bien. AL3. On suit par exemple Ou bien AL3 ALCL3. ou la Cl3. D'accord. Très bien. Donc, la réaction est très simple. Donc, AlBr3 qui a une case vide plus Br2, vous allez former justement l'électrophile, l'agent électrophile Br+, plus AlBr4-. Là, il y aura à la fin une régénération du catalyseur. Alors, catalyseur, c'est une entité chimique qui est conservée, c'est-à-dire la quantité, elle est toujours conservée. D'accord? Et donc, vous avez besoin d'un catalyseur, et le catalyseur, il réagit au départ, il est récupéré à la fin. D'accord? Voilà, l'acide de Lewis contient une case vide, donc elle va être comblée avec Br- et vous formez l'électrophile. Alors Br+, quand il va réagir avec le noyau aromatique, il y aura toujours, donc c'est les mêmes étapes. C'est les mêmes étapes, donc vous allez avoir passage par le complexe de Woollon. Voilà. Vous avez toujours passage par le complexe de votre intermédiaire de Woollon. Donc c'est toujours les mêmes étapes. Et dans la deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir départ de H+, et régénération du catalyseur. Départ de H+, et régénération du catalyseur NAIA, c'est AlBr3. On va le régénérer, récupérer.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez avoir départ de H+. H+, il va réagir avec quoi? Avec AlBr4-. Vous allez former HBr plus AlBr3 qui va être originaire. Donc, le complexe, d'ailleurs, il est instable, donc il va être récupéré. Départ de H+, voilà. H+. Ça vous donne une étape rapide. La première, elle est lente, parce qu'il y a un complexe. Vous formez le dérivé halogénique, le H++ plus AlBr4- vous donne AlBr3 plus HBr. Voilà pour la bromation. C'est bon? La même chose, on va faire la même chose avec la méthylation. Donc, Madame, oui, acide de Lewis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? acide de Lewis. Bon, Case vide. comme c'est quoi l'acide de Lewis? Vous m'avez répondu. L'acide de Lewis, c'est une entité chimique qui a une case. Vide. Voilà. Ok. AlBr3, BR3, le bore, par exemple, c'est l'acide de Lewis. D'accord? D'accord. Il y a une case vide, donc la case vide, elle peut être comblée par des électrons. Voilà. On a besoin d'une base, d'un acide de Lewis. D'accord? La Merci. méthylation, vous allez fixer un CH3+. Donc, pour former CH3+, vous allez avoir un CH3Br et un acide de Lewis. Donc, c'est le même principe. Donc, vous avez l'acide de Lewis, vous allez fixer CH3+, donc vous avez besoin de CH3Br pour le fixer, pour le fixer CH3+. Donc, la même chose. Tout à l'heure, on a fait une bromation, on a BR. Une méthylation, c'est CH3Br. D'accord? C'est le même principe. Regardez, les étapes dans la substitution électrophile ne changent pas. D'accord, ne changent pas. Donc, toujours, vous avez la formation du complexe de Woolen avec le complexe intermédiaire, c'est une étape qui est lente. Et vous avez la deuxième étape qui est rapide. Winnie Srafera, le départ de H+, la régénération du catalyseur. D'accord? Donc, vous pouvez trouver dans des bouquins la régénération du catalyseur, il déroulera sur une autre étape. Mais en général, la deuxième étape, elle est rapide. Donc, vous allez avoir départ de H+, d'ailleurs, le doublé non il va récupérer sa place, départ de H+, et régénérer le catalyseur TAN, une formation du dérivé aromatique méthylé, qu'on appelle le toluène. D'accord? À la fin, on obtient le toluène. Hada, c'est le toluène. D'accord? Hada, le composé endosine. Hada, c'est le benzène. Si vous mettez CH3, il devient le toluène. Voilà, vous avez formé un dérivé aromatique, je dis. Au lieu d'avoir un benzène, vous allez avoir le toluène. Vous avez régénéré le catalyseur. L'acylation. Donc, il y a une acétylation, il y a une acylation. L'acétyle, c'est CH3CO Br, par exemple. Là, c'est l'acylation, c'est C2H5CO. Alors, il y a formation de l'agent électrophile CH3. C'est l'acylation, pardon. L'acylation, c'est CH3CO, hein, c'est pas C2H5CO. Hein. Tout à l'heure, c'était une erreur. C'est pas C2H5CO, mais CH3CO. Il faut avoir un. C'est dérivé de l'acide acétique. Hein. Donc, CH3CO plus pour le noyau aromatique. Donc, l'acide de Lewis, qu'est-ce qu'on va utiliser ici pour avoir CH3CO? L'acylation, c'est le dérivé. Donc, l'halogénure d'acide. C'est un dérivé de l'halogénure d'acide. Normalement, c'est l'acide acétique. Et son halogénure, ça sera l'halogénure d'acide acétique. Donc, CH3CO. Pour former CH3CO, Halogène. un halogène, Cl. BR par exemple. Donc, CH3, Br. BR, voilà.
D'ailleurs, on obtient à partir d'acide acétique. Hein. Là, on avait au préalable OH, l'acide acétique. Et vous rajoutez HBr, vous allez transformer l'acide en un halogénure d'acide. Là, c'est un halogénure d'acide, la fonction halogénure d'acide. COX, de forme COX. Voilà. Donc, les étapes, je vous ai dit, c'est les mêmes, mais de gauche. Vous avez toujours la première étape est lente, avec formation du complexe de Woollon. Voilà. L'électrophile, c'est CO. C'est COCH3. L'acétyle. D'accord. Voilà. Et la deuxième étape est la même. La deuxième ne change pas. Je vous ai dit que je faisais du copier-coller, hein, parce que c'est les mêmes étapes avec régénération du catalyseur. Donc, le H+, il va être régénéré à LBR4-, plus H+, il y a fini HCl, HBr plutôt, plus AlBr3. On régénère le catalyseur. Le catalyseur, si vous mettez une mole, et ben vous allez récupérer une mole. Il est tout le temps récupéré à la fin de la réaction. Alors, remarque, les réactions d'activation et d'acylation sont nommées les réactions de Friedel et Kraft. D'accord? Il y a à connaître. Donc, la succion électrophile, précisément les alkylations et acylations, on les nomme des réactions de Friedel et Kraft. Le nom ils sont connus par ce nom. Maintenant, on va faire la nitration. Alors, la nitration, c'est autre chose. La nitration, c'est un autre mécanisme. Alors, non, on n'a pas besoin d'acide de Lewis. On aura besoin d'acide de Bronsted. D'accord? Parce que déjà, vous allez avoir affaire à des protons. Vous avez besoin de protons pour former un O2+, à partir d'un acide de Lewis HNO3. Un acide de Bronsted HNO3. Alors, la première étape, vous avez besoin de HNO3, de catalyseur, pardon. Le réactif, c'est HNO3. Et vous avez besoin d'un acide de Bronsted. On utilise H2SO4 en général. Alors, H2SO4, il va réagir avec quoi? Il va réagir avec un autre HNO3. Alors, le mécanisme est le suivant, comme, regardez, H2SO4, donc c'est une entité chimique capable de céder un proton. Alors, le proton, il va réagir avec quoi? Il va réagir avec OH- de l'acide nitrique. D'accord? Il va réagir avec le OH-, il va former un O2+. D'accord? Il va former un O2+. Donc, le H+, en réagissant avec ça, il va former une molécule d'eau. Il va libérer un O2+. Voilà. Voilà la forme de NO2+. Plus H2O. Très bien. Bien sûr, d'ailleurs, il va être récupéré. À la fin, HSO4-, le H+, quand on va libérer du noyau aromatique, on va récupérer H2SO4. H2SO4, c'est un catalyseur. On obtient HSO4-, et à la fin, quand on libère le H+, il va partir. On le reforme, on va reformer, on va, je dirais, récupérer, régénérer le H2SO4 qui est censé être le catalyseur. Toujours. Alors, on fait la même chose. Donc, le double élonium, il va réagir avec la case vide à un O2+. Il va former un noyau aromatique avec le complexe de Woollon. Voilà, vous allez avoir ça. Mais là, le mécanisme est un peu différent. Regardez. On forme le complexe de Woollon, formation du complexe sigma intermédiaire. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas mis les étapes. C'est pas la peine. Vous mettez un cercle avec un plus. Vous montrez les doublons changent de place à cause de la case vide. D'accord? Et la deuxième étape qui est rapide, départ de H2 avec régénération du catalyseur, formation de la nitrobenzène. Qu'est-ce qui va se passer? Le double énonien, il va régénérer sa place. Plus H+, en présence qui est rapide. Hein, plus H+, avec H2SO4-, vous formez l'acide. D'accord? Là, on récupère l'acide de Bronsted.
Pas en forme, la nitro-benzène. C'est bon? Voilà, on va faire la même chose avec la sulfonation. Alors, la sulfonation, je vous laisse le soin de me dire quel acide on va utiliser, parce qu'on va fixer SO3. Là, c'est pas vraiment évident, hein. Là, on va utiliser une condensation entre deux acides. Pour la sulfonation, on va utiliser une condensation entre deux acides. Alors, vous avez H2SO4 qui est acide de Bronsted avec H2SO4. Normalement, vous allez avoir une condensation entre deux acides. Alors, vous allez regarder tout ce mécanisme-là pour former notre molécule qui est l'électrophile SO3+. Donc, H2SO4 avec H2SO4, tout ce mécanisme concerté pour former SO3. D'accord? Comme une H2SO4, cet H2SO4, il va former justement, vous allez avoir une formation de H2O, plus, soit dit positivement, on a au moins. Voilà, H2O. Donc, on a une charge positive. Hein. On a une charge négative. Qu'est-ce qui va se passer? Là, il y aura un réarrangement. Elle va se barboter ici et départ de H2O. Donc, elle va se barboter là et départ de H2O. Vous allez former SO3 plus H3O+. N'oubliez pas que maintenant, vous allez avoir HSO4-. On va régénérer le catalyseur. Alors, le noyau aromatique, vous allez rajouter SO3, ouverture de votre double liaison, une étape lente. On forme un complexe actif, le complexe de Wolon, toujours, bon, avec toutes ces étapes. Bon, mais j'ai cité les étapes, mais on peut ne pas les expliquer. Vous mettez seulement un sac avec un plus à l'intérieur. Donc, il prend la liaison, il y aura une charge. Comme une calcule. Donc, la charge négative va se barboter. Hadia va se barboter sur l'oxygène. Là, il y aura une étape qui est différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, justement, d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? La charge négative ne va pas rester comme ça. Donc, le H+ qui était là, il va venir vers l'oxygène. Il va former SO3 et H3O+, plus HSO4-. Donc, vous allez régénérer le catalyseur. On a fait la sulfonation du noyau aromatique. On a fait la sulfonation du noyau aromatique. Et à la fin, H3O+, plus HSO4-, vous donne H2O plus H2SO4. On a régénéré le catalyseur. Voilà. Voilà les différentes réactions de substitution électrophile sur un noyau aromatique qui est un noyau aromatique qui n'a pas de substituant. On a les substituants. D'accord? C'est un noyau aromatique simple. C'est bon? Donc, je rappelle pour une méthylation, acylation, bromation et alkylation, vous avez besoin d'un acide de Lewis. Pour une nitration, une sulfonation, vous avez besoin d'un acide de Bronsted, d'une manière générale. Et les étapes, c'est les mêmes. Vous avez première étape, formation du complexe de Wolon, et la deuxième étape, c'est départ de H+, et régénération du catalyseur. Donc, vous voyez, en résumé, il n'y a rien du tout. C'est des étapes qui se répètent. À combattre la première étape, il faut savoir l'électrophile, comment le construire. Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon? Donc, dans les réactions de substitution électrophile, le problème qui se pose, c'est l'orientation. C'est quand vous avez plusieurs substituants sur le noyau aromatique et vous ne savez pas où est-ce que vous allez les mettre. C'est bon? Et vous êtes là. Madame, on les a fait avant-hier, on n'avait pas vraiment le temps de tout revoir. Il y avait vraiment beaucoup de Est-ce choses. que vous avez compris? Vous avez suivi Chanel?
Donc, les ingrédients, c'est avoir un noyau aromatique, un catalyseur et un électrophile. C'est normal. Une méthylation, une alkylation, de manière générale, sur le méthyle, c'est de CH3, c'est de H5, c'est 3H7, un alkyle, de manière générale. Une alkylation, vous avez besoin d'un acide de Bronsted, de l'acide de Lewis, de forme AlX3, et vous méthylez, vous allez fixer, vous alkylez, vous fixez un alkyle, c'est H3, c'est H5, d'accord. Et les étapes, c'est les mêmes. La première étape, formation du complexe de Boulogne, et la deuxième étape, c'est former le départ de H+, et régénération du catalyseur. L'acétylation, c'est la même chose. L'acylation, c'est la Acide de même Lewis. chose. La bromation, je dirais, comme bromation, c'est l'halogénation. La bromation, ça peut être le BR, ça peut être l'iode, ça peut être le chlore, la chloration, d'accord. Mais le mécanisme, il est le même. C'est le même avec le belge. D'accord. Vous avez besoin toujours AlX3 plus X2. Et le X, ça peut être le brome, l'iode, ou là, le chlore, l'iode, ou là, le brome. D'accord. Et vous allez les fixer sur le noyau aromatique. Les étapes sont les mêmes, ils ne vont pas changer. Comme le problème qui se pose, c'est quand vous avez une nitration et la sulfonation. La nitration et la sulfonation, c'est différent. La nitration, vous avez besoin d'H2SO4 avec HNO3. Voilà, donc là, la nitration. Donc vous avez toujours un catalyseur net, c'est un H2SO4. Alors, dans les deux cas, la nitration ou la sulfonation, c'est un H2SO4. Dans les deux cas. Le catalyseur TACOM, il va se mettre dans la tête, vous utilisez toujours H2SO4. La nitration, c'est un H2SO4 avec HNO3. D'accord. La sulfonation, c'est un H2SO4 avec H2SO4. Ce sera une condensation qui va me produire SO3H. D'accord. Il va me produire SO3 et à la fin fixer un SO3H. D'accord. D'ailleurs, vous avez H2SO4 qui va réagir avec HNO3. C'est un acide. Il libère H+, il va se fixer là. Il va libérer H2O, il me formera un NO2+. En ayant, je vais fixer le NO2+. D'accord. Et là, on va le fixer sur le noyau aromatique. Je le fixe. Ce sera le complexe intermédiaire de Boulogne. Et bien sûr, la molécule, elle est instable. Déjà, c'est un complexe qui est un complexe intermédiaire. C'est un état de transition. Dans la deuxième étape, l'état de transition ne peut pas s'arrêter et ne peut pas rester comme ça. Vous avez la charge positive, elle est tout de suite régénérée, elle est récupérée par le double non-liant, par les électrons. Je ne vais pas dire un double non-liant, mais un tas des électrons. Départ de H+. Le H+, il va partir sans son électron. Il va laisser son électron ici. Il va former la double liaison. Et le H+, il va réagir avec H2SO4-, il formera H2SO4. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? H2SO4, il est appelé catalyseur à l'H parce qu'à la fin, on le récupère. Et on forme la nitrobenzène, c'est-à-dire la fameuse molécule nitrobenzène. La sulfonation, la même chose. Donc, comme vous avez besoin de deux molécules H2SO4 qui vont vous former SO3. J'ai besoin de SO3, pour le fixer sur le noyau aromatique. Je le fixe. Dans la deuxième étape, donc la première étape, elle est lente, avec le complexe de Boulogne. Dans la deuxième étape, vous allez avoir départ de H+, mais le H+, qui va partir, il ne va pas directement vers le catalyseur. Il trouve une charge négative, il se fixe sur la charge négative. Donc vous allez former SO3H. On appelle, vous avez fait une sulfonation du noyau aromatique, du benzène. Voilà. Et à la fin, le H3O+, qui a été formé ici, dit de le HSO4 qui est là, ça vous donne H2O plus H2SO4. On régénère le catalyseur. D'accord? Est-ce que vous avez saisi ces réactions de substitution électrophile? D'accord? On a substitué le H plus à le noyau aromatique une fois un éthyle, une fois un acétyl, une fois un brome, une fois un O2,
et une fois un SO3H. Voilà. Chaque fois, ce qu'on a fait comme substitution électrophile. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Vous n'avez pas terminé le cours, Mazal. Oui, مازال. Oui, très bien. Là, déjà, vous allez avoir déjà une idée assez large sur la substitution électrophile. D'accord? C'est bon? Donc, l'exercice, on va le faire ensemble. Et je vais voir est-ce que vous suivez. Alors, vous avez un noyau aromatique, FiOCH3, plus un ester. Ça, c'est un ester. Donc, là, c'est un ester, mais qui est halogéné. En présence de AlCl3, on vous dit qu'il en forme un composé A majoritaire et un composé B. Bon, peut-être minoritaire, on verra. Sûrement minoritaire. Alors, qu'est-ce qu'on va fixer dans la réaction? Regardez. Tout ça, c'est R. R, c'est L. C'est comme si vous faites une inclination sur le noyau aromatique. Pardon. En présence de AlCl3. AlCl3, c'est quoi? Donc, on a allé, c'est un Acide de Lewis. acide de Lewis. C'est comme si vous avez RCl en présence de AlCl3. C'est. Madame, Oui. On est là. madame, c'est pas la même réaction. La sœur était TD. C'est pas la Euh, même réaction. oui, mademoiselle, oui, parce qu'on n'a pas encore La préparé sœur était TD. l'exercice de la série, mais ça lui ressemble. Là, à la place de OH, Les exercices qu'on vous a proposés, elles sont plus générales. Il y a tous les cas que par rapport à ce qu'il y a dans la série. La série, il n'y a rien du tout. Elle est très simple. D'accord? là, par rapport à la série, à la place de OCH3, il y a un OH. Et à la place de R, c'est L. Le R, la série, c'est C2H5. C'est la même réaction. D'accord? D'accord, madame. Oui, d'accord. Oui, non, Très bien. elle est plus générale, elle est plus. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette série. Mhm. Le premier exercice fait je fais tous les cas de substitution électrophile. D'accord? C'est bon? Alors, on va commencer par la première molécule. Donc, vous avez besoin d'un. Regardez. Qu'est-ce que vous avez ici? Un noyau aromatique en présence de OCH3. C'est quel composé, madame? Le OCH3 par rapport au noyau aromatique, il joue quel rôle? Qu'est-ce qu'il a comme effet sur le noyau aromatique? On l'a vu, la substitution nucléophile dans un exercice. OCH3, quand il y a une alternance. Les formes limites, les donnent. Il y avait OCH3. Effet mésomère. Parfait. Mais O, il est sp3. Avec deux Effet doubles mésomère. mais quel effet mésomère? La belle, quel effet? Donneur, attracteur. Donneur. Donneur, très bien. Hybridé sp3, c'est un effet
donneur, vous avez des doublés non-liants, une alternance, doublé non-liant, c'est un donneur mésomère, d'accord? Alors, souvenez-vous des formes limites. يكون donneur mésomère. يكون donneur mésomère. C'est très important de savoir. احنا ما بنقولكمش ديروا les formes limites. C'est à vous de déduire. كي كان عندكم des groupements donneurs في les noyaux aromatiques. واش صبنا في les formes limites? Quand il y avait des donneurs mésomères, qu'est-ce qu'on a trouvé في les formes limites? Deux formes limites. Des charges négatives, Donneurs mésomères. des charges négatives dans les positions ortho et para. Quelle position? Alors, Ortho et para. très bien. Donc, on a trouvé qu'il y avait des charges négatives là. On est. D'accord? Donc, s'il y a un électrophile qui s'approche de ce composé, il ne pourra en aucun cas prendre la position méta. Pourquoi? Parce que la position méta n'est pas riche en électrons. Un électrophile, quand il va s'approcher du noyau aromatique, il va vers le cycle le plus riche en électrons. Et le cycle le plus riche en électrons, c'est les positions ortho et para. Pourquoi? À cause des formes limites qu'on a formées par délocalisation mésomère, on trouve des charges négatives en position ortho et para. Donc, quand il y a fixation d'un électrophile, n'importe où, il va être dans les positions ortho et para. D'accord? Déjà dès le départ. Par contre, s'il y avait un groupement attracteur, par exemple, il y avait un CO. Quand il y avait des groupements attracteurs, les formes limites qui devenaient, les formes limites. Positive. Ortho et para. Donc, comme de la substitution électrophile, l'électrophile, on y fixe ça. Ortho et para. Méta. Non, méta. Pourquoi plus? Position méta. L'électrophile, déjà, il est plus. Quand il va vers la position ortho et para, il trouve plus. Donc, il y a une répulsion. Il ira directement vers la position méta, qui est la plus riche en électrons. Alors, que tu fais, moi, le rôle des formes limites que vous avez fait pour les noyaux aromatiques. D'accord? Comme résultat, il faut savoir si on a des groupements donneurs mésomères, beaucoup plus qu'inductifs, favorisent l'orientation ortho et para. Quand on a des groupements attracteurs mésomères beaucoup plus qu'inductifs, favorisent la position méta. Il faut que vous le connaissiez. D'accord? C'est à retenir. Je rappelle, les groupements donneurs mésomères beaucoup plus qu'inductifs favorisent les positions ortho et para, qui des réactions de substitution électrophile, ils vont se fixer ici et là. Les positions, quand il y a un groupement attracteur, il favorise les positions méta. هادو déjà قبل ما نديرو la substitution électrophile. هذا il faut retenir. C'est bon? Parce que qui déroule le mécanisme, يقول déroule les formes limites, je déroule le mécanisme. C'est à vous de connaître que les positions, quand il y a un groupement donneur, les positions orthopara sont riches en électrons. Et quand il y a un groupement attracteur, les positions ortho et para sont faibles en densité électronique. D'accord? Avant de démarrer déjà l'exercice. Voilà, là, comme ortho et para sont des groupements, vous avez des charges négatives. Quand vous rajoutez RCl, eh ben, il va se fixer dans le cas d'une acylation, il va se fixer, là c'est alkylation, c'est pas acylation, c'est orthopara directeur. Orthopara directeur, ça veut dire l'orientation de la réaction se fera en position ortho et para. C'est bon? C'est pas l'acylation, là c'est alkylation. D'accord? Donc vous allez avoir les deux cas, majoritaire plus le minoritaire. Alors, pourquoi il y aura un majoritaire minoritaire? Pourquoi? Parce que vous avez la position